Bonjour et bienvenue ici à l'Indépendant, où nous accueillons Dylan Planck, qui est doctorant à l'Université de Perpignan, chercheur sur le canal de Perpignan et également chargé de développement chez Veolia. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé aujourd'hui d'inviter Dylan pour le premier épisode d'une série de 5? C'est parce qu'on va expliquer le rôle que joue depuis très longtemps ce canal et encore aujourd'hui dans le département et notamment dans l'alimentation en eau de la ville de Perpignan. Pour commencer un petit peu plus largement, il faut surtout dire que le département des Pyrénées-Orientales, tout le monde le sait, souffre d'une sécheresse très grave depuis 2022. Ce qui caractérise cette sécheresse, c'est l'absence de précipitations, notamment sur les mois les plus importants, c'est-à-dire les mois d'hiver, puisque quand il pleut ailleurs qu'en hiver, dans d'autres saisons, c'est la végétation qui absorbe l'eau, ce n'est pas les sols. Et donc, on va citer quand même quelques chiffres, histoire de se donner une idée. Entre février 2022 et janvier 2023, quasiment un an, 80% de déficit de pluviométrie sur le département des Pyrénées-Orientales. Et d'avril 2023 à mars 2024, 60 à 70% de déficit, c'est des chiffres énormes. Et à ce déficit de pluviométrie, il faut ajouter ce que tout le monde sait, c'est une hausse très importante des températures qui a été mesurée d'ailleurs par deux chercheurs de l'Université de Perpignan, qui fait que la hausse des températures assèche les sols et donc aggrave encore plus cette sécheresse. Voilà, c'est le contexte un petit peu de ces émissions qu'on va faire avec Dylan. Mais déjà, pour réduire un petit peu le prisme, on va expliquer que le département des Pyrénées-Orientales est un département assez particulier sur le plan de l'hydrologie, puisqu'il fonctionne quasi en circuit fermé. L'eau tombe sur les montagnes et descend par trois vallées. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc on va retrouver trois grands fleuves avec le Tech, la Gly et la Tête. Voilà, et cette eau redescend assez rapidement vers la mer. Et donc on a un circuit, au fil du temps, les hommes se sont accaparé ce circuit pour organiser justement notamment l'irrigation, hein, parce que l'irrigation est à la base des cultures, et comme ça l'eau est captée avant qu'elle arrive à la mer, pour résumer, c'est ça. Et voilà, donc tout ça c'est un petit peu le contexte général, et c'est ce qui nous amène à parler de ce fameux canal. Donc Dylan, présentez-nous ce canal, déjà où il se situe et de quand il date. Ce canal, c'est assez difficile aujourd'hui de donner une date précise de quand il remonte. En fait, il a des origines qui puisent dans le XIIe siècle. Donc, on a une première mention qui est de 1172. Et en fait, son origine est vraiment liée au canal de Tuire au tout départ. Donc, c'est vraiment pas le canal de Perpignan au départ, c'est vraiment le canal de Tuire. Et donc, en fait, il y a une convention qui va être créée en 1309 entre le procureur du roi de Majorque et les consuls de Tuire pour créer un canal justement pour alimenter la ville de Tuire, desservir justement l'irrigation, favoriser l'élevage, etc. Et c'est petit à petit que justement Perpignan, avec le développement du bourg qui va se développer, qui vont demander justement un prolongement de ce canal au XIVe siècle jusqu'à Perpignan, donc à partir du canal de Tuire. Et c'est là que les jardins du palais des rois de Majorque vont être alimentés à partir du XIVe siècle notamment. Et il y a un tournant majeur, on va dire, c'est que il faut voir qu'en 1344, il y a la chute du royaume de Majorque. Donc là, c'est un vrai déclin pour le Roussillon. Le canal va vraiment être en mauvais état. On va essayer de le réparer de nombreuses fois. Sauf qu'il faut voir que le tracé part au niveau donc le tracé actuel c'est au niveau d'Ille-sur-Tête, un peu sur le canal de Tuire c'était un peu en amont, et donc il faut imaginer environ un tracé de 35 km qui part des gorges de Rodez jusqu'à Perpignan, un tracé assez sinueux avec des ouvrages d'art assez fragiles, parfois en bois, donc il suffit qu'il y avait une grande crue, il y avait de nombreux dégâts qui pouvaient s'opérer, et donc il faut imaginer qu'en 1421 il y a une crue vraiment importante qui va se dérouler et qui va totalement détruire des ouvrages d'art importants. Et donc la décision va être prise d'abandonner cet ancien tracé puisqu'il va être vraiment compliqué, il est très onéreux, et donc il va falloir attendre à peu près 1423 pour que... Donc en fait il y a 2 années où les vallées de Corbère, de Tuire et de Perpignan
vont s'inquiéter parce que forcément le canal est aujourd'hui détruit, donc l'approvisionnement en eau est très très compliqué, et donc il faut attendre 1423 que la reine Marie de Castille, donc qui est régente du royaume d'Aragon, va lancer la construction d'un nouveau canal pour sécuriser l'approvisionnement en eau de la ville de Perpignan et donc le roi par la même occasion. Et ce canal va prendre environ 2 années pour se construire et se mettre en eau, et donc il faut attendre 1425 pour que vraiment Perpignan s'approprie, on va dire, ce canal, ce nouveau tracé qui va avoir... donc c'est un nouveau tracé, il va prendre une nouvelle origine au départ, donc il part toujours d'Ille-sur-Tête jusqu'aux environs de Thuir, et après il va reprendre l'ancien morceau du tracé de Thuir à Perpignan qui existait déjà auparavant. D'accord, parce qu'on est bien d'accord,Ille-sur-Tête, c'est la tête. Ouais. L'idée du canal, c'est d'aller chercher l'eau qui descend de la tête, donc de la Cerdagne, du Cap-Cyr, et de la détourner à travers la plaine pour aller d'abord vers Thuir et ensuite vers Perpignan et alimenter comme ça alimenter Perpignan. Pourquoi pas capter directement pourquoi est-ce que les anciens utilisaient ce canal et ne captaient pas directement l'eau de la tête qui passe pas loin, qui passe justement à Perpignan? Je pense que c'est aussi pour des raisons de gravité. En fait, l'eau va s'écouler naturellement de l'amont vers l'aval et il faut une certaine force hydraulique, donc avec la pente du sol, pour après la faire monter. Et l'idée, c'est qu'elle part donc d'Ille-sur-Tête jusqu'à Perpignan, et arrivée à Perpignan, en fait, il y a une noria qui a desservé le palais des rois de Mayeur, donc l'eau montait comme ça jusqu'au palais. Et s'il n'y a pas la force gravitaire, c'est assez compliqué d'amener l'eau à un certain endroit. Et après, il y a aussi toutes ces questions d'irrigation, outre l'aspect eau potable pour la ville. Donc, en fait, toute la plaine avait besoin d'eau, donc ces canaux étaient vitaux. Oui, à partir du canal, il y avait d'autres canaux qui alimentaient directement les champs et qui permettaient d'alimenter la plaine. Juste un petit mot justement sur cette fameuse noria qui alimentait les jardins des rois de Majorque. On va peut-être y passer un petit peu de temps parce que c'est quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui de voir comment les anciens arrivaient à faire monter l'eau. Bon, c'est pas des gros reliefs Perpignan, mais quand même, il fallait faire monter l'eau jusqu'au palais. Comment ça fonctionnait ? Alors c'est assez complexe, il y en a des différentes sortes. Souvent, faut imaginer comme... alors je ne suis pas expert du sujet, mais comme une roue hydraulique, comme ça, où dedans, il y a la puissance de l'eau qui va faire tourner la roue, et en fait, avec des sortes de... Comment vous expliquer ? De manière très simple, imaginons des sortes de gros seaux, des bacs qui vont monter l'eau jusqu'en haut, et après elle va être distribuée en haut. Et c'est toujours impressionnant, et c'est ça qui est assez curieux. Quand on visite, vous partez en vacances, et des fois il faut s'imaginer comment justement on se retrouve dans un château en haut d'une montagne, on se dit comment l'eau est arrivée ici, parce qu'à un moment donné on ne se pose pas ces questions, mais l'eau est essentielle pour survivre. Et après il y a toutes ces questions d'amener l'eau à un endroit, la stocker, faire en sorte qu'elle soit encore potable, etc. Donc là on est l'âge d'or un petit peu du canal, je ne sais pas si cette expression vous convient, enfin vous paraît juste. On va dire que c'est l'âge d'or parce que c'est, on va dire, tout beau, tout neuf, ça vient d'être créé. Et en fait, le souci, c'est que souvent, c'est créé, et derrière, c'est très onéreux à entretenir. Et donc, ça se dégrade quand même très, très vite. Vous connaissez les caprices de la tête. Donc, dès qu'il y a des crues, ça impacte forcément la prise d'eau au niveau de la tête. Il faut imaginer qu'une prise d'eau, c'est très fragile. C'est fait avec des gros cailloux, des morceaux de branches, des choses comme ça pour justement dévier l'eau sans pour autant la bloquer dans la tête, parce que si on la bloque à un moment donné, ça va être les inondations qui vont se créer, et dès que cette prise d'eau est cassée, il n'y a plus d'eau qui rentre, ou de manière très très peu en quantité. Donc c'est vraiment l'âge d'or au tout début, et après il y a beaucoup de difficultés qui se mettent en place dans la gestion, mais aussi dans l'entretien du canal. Donc on va dire que c'est les plus belles années. Le canal, c'est quel, je crois que vous l'avez dit, 35 km, c'est ça, entreIlle-sur-Tête et... Ouais. L'origine du canal, c'est 35 km, ça a été réduit à environ 30 km, donc d'Ille-sur-Tête à Perpignan. Donc c'est vraiment la branche principale. Il faut imaginer derrière qu'il y a plein de branches secondaires. Et aujourd'hui, combien ça fait, je ne sais pas. Ouais. Oui, parce qu'au fil du temps, évidemment, l'eau qui passait là était déviée pour d'autres usages. Il y a différents usages sur le canal. Il faut imaginer que le premier usage, c'est l'alimentation en eau de la ville de Perpignan. Ça, c'est vraiment
pourquoi il a été créé. S'il n'y avait pas d'eau à Perpignan, ça serait très compliqué. Et après, derrière, il y a cet aspect justement d'irrigation qui aujourd'hui est devenu sûrement l'usage principal du canal, parce qu'on a complètement oublié ce côté eau potable pour la ville de Perpignan, mais on en parlera dans d'autres épisodes. Et vraiment, c'est deux usages principaux. Après, il y avait aussi la partie, on va dire, industrie, avec les moulins, etc. Donc, ouais, c'est les principaux usages. D'accord. Aujourd'hui encore, les Perpignanais connaissent ce canal. C'est un endroit où beaucoup de gens vont faire leur jogging, par exemple, parce qu'il y a des chemins bordés d'ailleurs de platanes. Est-ce que ça date de la création ou les platanes sont arrivés plus tard? Tiens, petite question de béotien, si vous savez. Alors, dater les arbres aujourd'hui autour du canal, j'en serais totalement incapable. C'est pas ma spécialité. Ce qu'il faut se dire, c'est que par contre, les arbres, il y avait des arbres, forcément, parce qu'en fait, ils ont des rôles très essentiel, et on en parlera dans un épisode justement autour de la vie du canal, etc., l'utilité de ces arbres. Mais en fait, ils étaient plantés quasiment dès l'origine, justement pour notamment maintenir les francs-bords, donc les bords qu'on a le long du canal pour maintenir les berges. Ouais. Et en fait, rien que pour ça, ils étaient essentiels. Aussi pour maintenir une certaine température dans l'eau, parce que les arbres, ça fait de l'ombrage, et donc forcément, l'eau est plus fraîche, notamment dans un territoire où il y a beaucoup de soleil. Et donc tout ça, il y avait des différents rôles qu'on pourra voir plus tard. Et après, sur la question de est-ce que les Perpignans connaissent bien ce canal, c'est très difficile à répondre. J'ai fait une petite enquête et on voit bien que c'est assez compliqué quand même. Il y a ceux qui l'utilisent de manière régulière, savent qu'ils marchent autour de quelque chose, ou qui courent, ou qui font du vélo, mais ils ne savent pas forcément ce que c'est que cet ouvrage, à quoi il servait, et c'est tout le travail que j'ai à faire. Ouais, notamment cette histoire, parce que on va voir dans d'autres épisodes que si on vous parle du canal, c'est pas seulement par goût de l'histoire et de l'histoire locale, mais c'est aussi tout simplement parce qu'il est au centre d'enjeux extrêmement modernes. On l'a dit, la question de l'eau dans les Pyrénées-Orientales, c'est une vraie question. Mais ce qui est frappant, c'est que on remonte assez loin dans l'histoire quand on parle de ce canal, et que autant le Palais des Rois de Majorque aujourd'hui est un outil touristique, autant le canal a toujours un rôle dans la vie quotidienne. C'est bien ça, il a différents rôles encore aujourd'hui, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ses rôles principaux au départ, ses utilités ont évolué à travers le temps, et ce qui était fonction principale est peut-être devenu fonction tierce, voire oubliée aujourd'hui. Par exemple, cette question d'eau potable, aujourd'hui, elle n'existe plus avec l'histoire de ce canal, enfin l'utilité de ce canal, et il y a des rôles secondaires qui aujourd'hui s'apparaissent comme principale utilité autour de celui-ci. Il y a même des nouveaux rôles qui ont apparu, comme notamment cet aspect touristique, culturel, qui n'existe pas du tout à l'époque. Donc il y a plein de choses à voir, à travailler et à comprendre encore aujourd'hui. On revient un petit peu sur le tracé. Donc, on va commencer du début. Il y a une prise d'eau à Ys-sur-Tête, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a un ouvrage d'art où on détourne le cours de la Tête pour rentrer donc dans ce canal qui a été créé donc au départ. Vous me disiez que c'est pas visitable cet endroit-là aujourd'hui encore. C'est compliqué d'accès. Il faut s'imaginer que c'est sur la tête, donc au milieu de la tête, et aujourd'hui c'est protégé, donc on ne peut pas y accéder directement parce que c'est protégé, c'est un ouvrage d'art donc qui est géré à la fois par le département, la ville, etc. Donc on ne peut pas y accéder directement. En plus, il faut passer c'est la départementale, je ne sais plus combien, donc il y a quand même une grande route, donc il faut passer à travers dessous, donc c'est vraiment très compliqué d'accès. Aujourd'hui, c'est fermé par des grilles, donc on ne peut pas y accéder, et à moins qu'on aille directement par la tête, mais je le déconseille fortement. Ouais. Et donc non, aujourd'hui, on ne le visite pas. Il y a sûrement quelques photos qui doivent traîner, que je pourrais retrouver forcément, mais aujourd'hui, non, c'est compliqué d'accès. On va commencer notre balade là, de Ys-sur-Tête. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de remarquable à partir d'Y à dire sur le parcours de ce canal ? Alors, il faut aussi imaginer. Alors, je l'ai visité et encore très récemment. On peut le visiter à la fois à pied et à vélo, c'est important de le savoir. Il y a un tronçon quand même qui est assez compliqué d'accès à vélo au niveau entre Y et je ne sais plus exactement, Saint-Féliu, je pourrais le dire plus précisément, je les ai notés tout ça dans ma thèse. En fait, il y a un accès où justement les arbres prennent beaucoup de place et en fait, c'est inaccessible à vélo. Clairement, on est obligé de descendre pour
traverser les racines parce que les racines des arbres. Ouais. C'est ça. Et là, on voit bien que la nature a pris possession du lieu. Ouais, c'est un phénomène qu'on a même quand on va courir. Enfin, pour une petite expérience personnelle, il faut faire attention aux racines parce qu'elles traversent. C'est ça. Ça traverse et on voit bien que la nature reprend ses droits sur certains endroits. Et cet endroit, justement, on va dire, qui est un peu plus éloigné de la vie urbaine au niveau du début jusqu'à Thuir, on va dire que là, c'est beaucoup plus sauvage quand on peut visiter le canal. Là, comme j'ai dit, les racines prennent place, limite, il n'y a même plus de franc-bord pour circuler, c'est vraiment que de la racine. Je pourrais vous envoyer des photos qui sont vraiment très impressionnantes. Et après, d'Ille jusqu'à Thuir, il y a quelques ouvrages d'art, on va dire, assez simples, des petits ponts, des choses comme ça. On va retrouver des écluses, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir surtout la nature environnante qu'il y a autour. On peut voir justement l'église de Ille-sur-Tête qui est impressionnante quand on circule autour du canal. Et après, c'est voir toute la culture qui existe autour, comment il vit encore ce canal avec l'agriculture. On peut voir justement ce contraste entre un canal gravitaire qui utilise la pente naturelle du sol, donc on va dire qui est très écologique, et en face des champs agricoles qui sont alimentés au goutte à goutte, ou alors avec des systèmes de pompage. Donc on voit le contraste aussi qui existe entre les systèmes modernes qu'on pourra reparler plus tard dans un autre épisode, et ce système un peu plus ancien. Vous parliez d'écluses, ça veut dire à quoi elles servent exactement, justement, à passer le dénivelé. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a un territoire, alors je n'ai plus les chiffres en tête, il faudrait que je le retrouve, je crois qu'il y a à peu près je retrouverai les chiffres, un peu plus de 900 km de canaux, je crois, sur les PO. Et il faut imaginer que, à un moment donné, des fois, ces canaux peuvent s'entrecroiser. Ouais. Ou alors, il y a aussi d'autres rivières. Je crois qu'il y a la Coumelade, par exemple, qui traverse ou le canal de Perpignan à un endroit. Donc, il faut imaginer qu'à un moment, il faut que l'un ou l'autre se passe l'un au-dessus de l'autre. Donc, c'est un échangeur. C'est ça. Et donc, c'est ça qui est assez rigolo aussi à voir, c'est ces différents systèmes qui ont aussi évolué avec le temps, parce que forcément, les techniques n'étaient pas les mêmes à l'époque. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a du cuvelage qui n'existait pas à l'époque, des choses comme ça. D'accord, on continue notre balade. Donc, on a passé la partie la plus sauvage, entre Ille-sur-Tête et Thuir. Comment c'est à Thuir ? Alors, à Thuir, à partir de Thuir, déjà, on peut apercevoir à un endroit le regroupement du tracé, on va dire, entre l'ancien canal de Thuir le canal de Thuir et le canal de Perpignan. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est lié à l'origine du canal. Donc le canal de Thuir, Thuir avait des droits d'eau forcément, et après il y a la ville de Perpignan qui a eu des droits d'eau. Là on va parler un peu plus technique. Aujourd'hui, la ville de Perpignan a le droit à 2 meules d'eau. Une meule d'eau, il faut savoir que c'est environ 300 litres seconde. Et donc aujourd'hui, la ville de Perpignan aurait le droit normalement à 600 litres seconde liés à ce canal qui devrait arriver de manière constante. On verra, c'est assez compliqué avec la sécheresse. Et la ville de Thuir, elle, est obligée d'alimenter le canal de Perpignan avec son propre canal, une meule d'eau. Donc en fait, ils sont obligés, à travers son canal, de donner constamment une meule d'eau et l'injecter dans le canal de Perpignan. Et donc ça, c'est des droits qui sont acquis. Et donc on voit bien au niveau de Thuir ce regroupement des deux canaux qui au final après ne feront plus qu'une seule branche. Plus de question de béotien, c'est des droits qui existent encore, qui sont encore valables, qui sont opposables en justice par exemple, ou ce genre de choses ? C'est très technique pour ça. Là encore, je suis assez éloigné du sujet, mais oui, c'est des droits qui sont valables. En fait, un droit d'eau, c'est un droit qui est acquis, en plus qui est lié à la propriété du sol et non à un propriétaire particulier. Donc si aujourd'hui vous vendez votre terrain à un autre propriétaire, ce droit est encore acquis. C'est vraiment lié au sol. Et donc après, il y a des droits qui existent toujours. Il y en a qui se sont perdus parce que certains propriétaires ne voulaient plus l'exploiter et à force, ils ont laissé leur droit à l'abandon. Mais aujourd'hui, ces droits sont encore acquis. Et si on vous empêche pour X raisons d'utiliser l'eau, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de débats autour de ce canal et qui reviennent notamment en période de sécheresse. C'est si on nous empêche d'avoir accès à l'eau aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que j'y ai le droit. On va consacrer un épisode entier à ces questions de droit d'eau et de conflits d'usage et de choses comme ça. On continue notre balade, donc on a passé Thuir. Où est-ce qu'on se dirige vers Alors vous allez... Voilà, c'est ça ? C'est ça, en fait, le canal va suivre différents tracés. On va arriver jusqu'à Canoës. Ce qu'il faut savoir, il y a
certains ouvrages intéressants. On peut retrouver un moulin ou deux qui existent encore, des masses tout autour du trajet jusqu'à Perpignan. Donc c'est des bâtiments assez sympathiques à regarder. On peut voir que l'eau, c'est intéressant quand on voit un moulin, c'est que l'eau s'engouffre sous un bâtiment, on se demande où elle passe. Et en fait, à l'époque, il y avait une utilité justement pour... Qui aujourd'hui a disparu. Qui aujourd'hui... Alors, je pense qu'il y a... Alors, je ne sais pas, je ne m'aventure pas sur ce sujet, mais il y a peut-être encore un moulin ou deux qui existe encore d'une manière peut-être très privative pour de l'huile ou des choses comme ça, mais là-dessus, je ne m'avancerai pas non plus. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de moulins qui sont perdus. À l'origine, le canal, il alimentait de mémoire 6 moulins le long de son trajet. Aujourd'hui, il en reste peut-être 1 ou 2, et encore, je ne suis pas sûr sur les 2. Donc après, on arrive sur Canoë. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le trajet va être vraiment aménagé. Il y a un effort qui a été fait par la ville dans l'aménagement du canal sur un petit parcours, et après on va retrouver, et là on voit bien que c'est beaucoup plus urbanisé, même si c'est tout à fait sommaire quand je dis ça, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire autour, et on arrive après jusqu'à Perpignan où là c'est plus accessible à pied et à vélo, même s'il y a encore des racines qui traînent, des gros cailloux, mais c'est quand même relativement simple d'accès et praticable pour les gens qui veulent visiter. Et quand on arrive à Perpignan, on arrive sur l'ouvrage aujourd'hui le plus spectaculaire du canal, c'est le fameux aqueduc. C'est ça. Alors que les gens connaissent, pour situer, c'est tout simplement dans la zone commerciale où se trouve Auchan, parallèle à la route d'Espagne, c'est bien ça, à peu près parallèle, et qui a été construit quand ? Alors, il date, les premières origines écrites, on les avait vers 1348 de mémoire, et donc c'est vraiment 14e siècle. Après, il y avait peut-être un ouvrage antérieur en bois, ou je ne sais pas, mais aujourd'hui, voilà, on vous le date à peu près entre 12 et 14e siècle, mais c'est assez compliqué encore de dater. Il y a des experts qui sont vraiment plus doués que moi sur cette partie médiévale qui pourront mieux renseigner. Il y a quelques écrits qui existent aujourd'hui. Vous pouvez retrouver des infos aussi sur Internet. Mais c'est l'ouvrage le plus impressionnant. Il faut savoir qu'il n'est pas entier aujourd'hui. Il y a une partie qui a été détruite. C'était un ouvrage qui faisait, je crois, de mémoire à peu près 500 mètres, je crois. Je ne suis pas sûr là encore de mes chiffres. Mais c'était un ouvrage très impressionnant et qui était essentiel. Ce qu'il faut imaginer, c'est que sur Perpignan, en fait, il y a 2 ouvrages majeurs, un qu'on ne peut pas visiter, c'est des tunnels, en fait, on est obligé de passer parce que il faut, à un moment donné, vu qu'avec le terrain, on n'a pas le choix. Donc, il y a un moment donné où le canal passe, il est enseveli, il y a des sortes de tunnels qui ne sont pas visitables et très durs à exploiter. Et derrière, on a cet aqueduc majeur où l'eau passe. Vous pouvez voir passer l'eau, justement, vous passez à pied. Ce qu'il faut se garer, c'est, on va dire, il y a une petite zone commerciale, on peut se garer, après aller à pied, et on passe à côté du canal avant de descendre. Et quand on passe au-dessus, on passe à peu près au niveau de l'eau qui passe de l'aqueduc. Et donc là, vous pouvez voir l'eau qui passe dessus, donc c'est assez intéressant. Et après, vous descendez à pied et vous pouvez voir l'aqueduc en entier. Ouais. Là encore, c'est un ouvrage qui est important, mais qui est relativement méconnu, accessible, mais pas véritablement mis en valeur, parce qu'un environnement très commercial, beaucoup de circulation automobile, mais qui reste un ouvrage remarquable de Perpignan. C'est à mes yeux, c'est l'un des ouvrages les plus remarquables sur l'aspect hydraulique de Perpignan, qui est très peu mis en avant. Il y a un gros travail de valorisation à faire autour déjà du canal de base et autour de cet aqueduc. Donc là, j'amène des pistes et c'est mon deuxième travail de thèse, c'est cet aspect valorisation du patrimoine. Et il y a beaucoup de choses à retravailler là-dessus. Les gens ne le connaissent pas forcément. À force, ça fait 3 ans que je discute avec la population. Et quand on parle d'un aqueduc, ils ne savent même pas forcément qu'il y a un aqueduc derrière ces zones commerciales. Et c'est assez rigolo. Et quand on leur indique, ils sont curieux, ils ont envie de savoir. Il y en a qui vont le visiter. Et après, il y a beaucoup de choses à faire. C'est qu'il y a très peu d'indications pour le trouver. Donc, d'un point de vue indication, il y a un travail à faire. D'un point de vue valorisation aussi, il y a des petites choses à revoir. Mais ça, on pourra consacrer dans un autre épisode cet aspect valorisation, si vous voulez. Oui, parce que là, on arrive à la fin de ce premier épisode où on a vraiment présenté le canal. On l'a visité, on va dire, du début jusqu'à la fin. Et donc, merci beaucoup. Et rendez-vous donc pour le deuxième épisode qui, lui, sera consacré à la gestion, donc ce qu'on disait, la gestion de l'eau et les conflits d'usage que génère justement cette utilisation de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au prochain épisode.